Il y a des histoires qui dépassent complètement la fiction. Celle-ci en est une. C'est l'histoire d'un homme qui a dû littéralement mourir pour enfin apprendre à vivre. Une histoire incroyable, gravée dans la glace, à l'endroit le plus impitoyable de la planète. Alors, on est le 11 mai 1996. On se trouve sur le col sud de l'Everest. Imaginez un paysage de désolation absolue, un désert de glace balayé par des vents hurlants. La veille, une catastrophe a frappé, et l'air est lourd, pesant. On est à plus de 8000 mètres d'altitude. On appelle ça la zone de la mort. Et ce n'est pas pour rien. C'est un endroit où le corps humain, il commence tout simplement à mourir. Chaque bouffée d'oxygène est un combat. Et puis, il y a le froid. Un froid qui vous glace jusqu'aux os. La température ressentie, elle frôle les moins 40 degrés. C'est un froid qui ne pardonne pas, qui brûle la peau et gèle les tissus en quelques minutes à peine. Dans cet enfer blanc, un homme est resté exposé, sans abri, pendant près de 22 heures. 22 heures en pleine tempête. Normalement, selon toutes les lois de la médecine, de la survie, c'est tout simplement impossible d'en réchapper. Et pourtant, contre toute attente, il se réveille. Et cette phrase, ce sont ses premiers mots, sa première vision de l'horreur. Cet homme, c'est Beck Weathers. Il se réveille de sa propre mort pour découvrir que son corps est déjà en train de se transformer en une statue de glace. C'est là que l'impensable commence. Mais pour comprendre comment un homme peut revenir d'entre les morts, il faut d'abord savoir pourquoi il était là-haut. Qui était vraiment Beck Weathers? Et qu'est-ce qui a bien pu le pousser vers l'endroit le plus dangereux du monde? En apparence, Beck Weathers avait tout pour être heureux. C'était un pathologiste reconnu à Dallas, il était marié, il avait des enfants. La vie parfaite. Mais en coulisses, il y avait une autre histoire. Il se battait contre ce qu'il appelait le grand chien noir de la dépression. Pour lui, l'alpinisme, ce n'était pas un simple loisir, c'était une fuite. Face au vide qu'il ressentait, la douleur physique et le risque mortel étaient les seules choses qui lui donnaient l'impression d'être encore en vie. Et attention, ce n'était pas un amateur. Loin de là. Beck était un alpiniste expérimenté, lancé dans la quête folle des 7 sommets, les plus hautes montagnes de chaque continent. Il avait déjà conquis le Vinson en Antarctique, le Denali en Alaska. L'Everest, c'était juste la suite logique de cette obsession qui le dévorait. Revenons maintenant à ce fameux jour de mai 1996. Alors que Beck se rapproche de son but, la montagne, elle, a d'autres plans. Elle prépare une tempête d'une violence apocalyptique. Le 10 mai, l'assaut final est lancé. Mais au balcon, à plus de 8200 mètres, un pépin technique vire au drame. À cause d'une vieille opération des yeux, sa vue se brouille. Il devient presque aveugle. Son guide, Rob Hall, lui donne un ordre simple. « Attends ici, je reviens te chercher à la descente. » Beck attend. Il attend des heures. Et puis, vers 15 heures, le ciel leur tombe littéralement sur la tête. Un blizzard d'une violence inouïe transforme la montagne en un piège mortel. Quand Beck commence enfin à descendre avec d'autres grimpeurs, ils sont déjà perdus, aveuglés par le chaos blanc. Ce jour-là, ils étaient 33 alpinistes à tenter le sommet. 8 d'entre eux ne redescendront jamais. La tragédie de 1996 est entrée dans la légende noire de l'Everest. Et c'est au cœur de ce drame que l'histoire de Beck Weathers devient juste inimaginable. Parce qu'on ne l'a pas laissé pour mort une fois, on l'a abandonné 2 fois. 2 fois, des sauveteurs ont jugé qu'il était déjà trop tard pour lui. Complètement épuisé, aveugle, désorienté, Beck finit par s'effondrer dans la neige aux côtés d'autres grimpeurs. Son corps, qui lutte désespérément contre le froid, finit par lâcher. Il sombre dans un coma hypothermique. C'est un état où la température du corps chute si bas que les fonctions vitales s'arrêtent, ou presque. C'est la dernière étape avant la fin. Le lendemain matin, une équipe le retrouve enfin. Le docteur Stuart Rochison, qui est au camp, l'examine. Son diagnostic est formel, sans appel. Il est dans un état irrécupérable, le corps complètement gelé. Tenter de le sauver mettrait en danger la vie d'autres personnes. La décision est prise. On le laisse sur place. La nouvelle descend jusqu'au camp de base. Et de là, un appel satellite traverse le monde, jusqu'à Dallas. Sa femme, Peach, décroche. On lui annonce que son mari ne reviendra pas, qu'il est mort sur l'Everest. Pour tout le monde, à cet instant précis, l'histoire de Beck Weathers est terminée. Mais la montagne n'avait pas fini avec lui. Et surtout, son esprit non plus. C'est là que tout bascule. On passe de la tragédie pure au miracle. Après plus de 15 heures dans ce cercueil de glace, quelque chose se passe au plus profond de son esprit inconscient. Une image, une seule, s'impose à lui avec une force inouïe, le visage de sa femme et de ses enfants. Cette pensée, ce souvenir de la famille qu'il avait tant mise de côté, c'est ça qui va devenir l'étincelle d'une volonté de vivre surhumaine. Contre toute logique,
Contre toute explication médicale, Beck se relève. C'est une résurrection. Il se met à marcher, à moitié aveugle, guidé par un instinct primaire de survie. Il titube, il tombe, il se relève et parcourt 400 mètres dans la neige pour finalement s'effondrer devant les tentes du camp 4. Imaginez le choc des autres survivants voyant ce fantôme revenir d'entre les morts. Ils seront ensuite évacués dans l'un des sauvetages en hélicoptère les plus hauts et les plus dangereux jamais tentés par le pilote héroïque Madan Casey. Mais survivre a un prix, et le prix à payer est effroyable. Le gel a fait des dégâts irréversibles. Son bras droit doit être amputé sous le coude, tous les doigts de sa main gauche, son nez et des parties de ses 2 pieds. Un corps mutilé à jamais par la morsure de la montagne. Et ce n'est que le début. Le chemin de la guérison sera long, incroyablement douloureux. Il lui faudra plus de 10 opérations chirurgicales pour reconstruire ce que la montagne lui a pris. Et pourtant, des années plus tard, écoutez bien ce que Beck dira de cette épreuve. Cette phrase, elle dit tout. La montagne lui a pris une partie de son corps, c'est vrai, mais elle lui a rendu son âme. Elle lui a rendu ce qui comptait vraiment. C'est ça, le cœur de l'histoire. L'homme qui est descendu de l'Everest n'était plus du tout le même que celui qui était monté. En frôlant la mort de si près, il a enfin trouvé une raison de vivre. Son mariage, qui était au bord du gouffre, a été sauvé. Il a enfin pu créer un lien avec ses enfants. Paradoxalement, en essayant de le tuer, l'Everest lui a sauvé la vie. Au final, l'histoire de Beck Weathers nous laisse avec une question vertigineuse. Il a été abandonné pour mort, mais c'est la vision de tout ce qu'il était en train de perdre qui lui a donné la force de se relever. Alors on peut se demander, qu'est-ce qui sommeille au plus profond de chacun de nous ? Quelle est cette force, tapie dans le froid, qui attend simplement la bonne raison de se réveiller ?